Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo Alors aujourd'hui une vidéo un petit peu spéciale parce que je vais vous présenter quelque chose dont vous avez certainement entendu parler. Je veux parler de ce que l'un d'entre vous m'a proposé de faire en guise de vidéo pour approfondir un petit peu le cas BlackRock. BlackRock, vous en avez entendu parler concernant la réforme des retraites. Vous avez entendu parler que BlackRock souhaiterait éventuellement mettre la main sur le régime des retraites français. Et vous allez évidemment me dire, c'est vrai qu'on entend parler de BlackRock, on sait que c'est une société qui fait partie de la finance, etc. Mais en gros, on ne sait pas trop exactement à quoi correspond cette société. Alors, permettez-moi de vous présenter BlackRock, qui a été fondé en 1988 par un ensemble de personnes qui, à l'époque, travaillaient dans une société qui s'appelait First Boston. C'était des spécialistes de prêts, surtout de prêts hypothécaires, et surtout des spécialistes en matière de titres adossés. C'est-à-dire que vous avez tous les fonctionnements de produits hypothécaires sur lesquels on fait des packages, c'est-à-dire que c'est comme, par exemple, prenez un conteneur, et dans ce conteneur, vous ne mettez pas que des produits électroménagers, vous allez y mettre aussi des vêtements, vous allez y mettre aussi des produits non périssables, etc. Et ce conteneur, il a une valeur, même si à l'intérieur de ce conteneur, vous avez des produits aussi divers et variés, mais ces produits constituent donc une valeur, et donc ce conteneur, peut s'assimiler à ce qu'on appelle tout simplement des actifs, sur lesquels on vient aussi y adosser un certain nombre de titres. Et donc, ces personnes, alors vous avez Keith Anderson, Ralph Slumstein, Hugh Frater, Ben Golub, Barbara Novick, Susan Wagner et Robert S. Capito, qui sont les collaborateurs et les fondateurs, mais celui à qui l'on doit véritablement l'existence de BlackRock, c'est Larry Fink. C'est lui qui est le chef, le capitaine de vaisseau. Et BlackRock, qu'est-ce que c'est exactement? En fait, c'est une société qui s'occupe de gestion des risques et des pratiques financières, plus particulièrement sur la gestion d'actifs. Alors, je ne vais pas aller dans le détail de ce que sont véritablement ces produits, parce que ce serait faire une vidéo très très longue, et puis c'est assez technique et assez compliqué. On peut en effet dire que ce sont des produits qui ressemblent pour beaucoup à ce qui a provoqué plus ou moins la crise de 2008, les fameux subprimes. Les subprimes, c'était ce qu'on appelle les CDS, c'est-à-dire des produits qu'on appelle crédit défaut swap, qui en réalité étaient en fait des packages d'un certain nombre d'emprunts, de crédits sur lesquels on mettait des assurances, mais qui étaient finalement des produits à très très haut risque, mais qui avaient cette capacité de pouvoir apporter des gains très importants, bien plus que ce que l'on pouvait éventuellement spéculer de façon classique sur une base de fondamentaux. Voilà, c'est l'appât du gain, finalement, qui a poussé à ce risque. Et donc, du fait de cette opportunité et de cette spéculation qui va permettre à la société de vraiment gagner beaucoup d'argent, ce sont évidemment les actionnaires principaux de cette société, dont Larry Fink, qui vont faire en sorte que dans le capital, la société Blackstone, je rappelle, participer à la contribution du capital de cette société. En 92, l'investissement de Blackstone ne représentera plus que 35% du capital de cette société, le reste évidemment appartenant aux collaborateurs et à Larry Fink. Et c'est comme ça que la société va changer de nom et va devenir BlackRock, avec un capital de 17 milliards de dollars d'actifs. En 94, BlackRock pèse 53 milliards, et à cette époque, Blackstone, qui était représenté par Stefan et Schwarzman,
il y a eu un différend avec ce monsieur, c'est bien que la conséquence de ce différend, c'est que finalement Blackstone va tout simplement se retirer du capital de BlackRock. Alors en juste compromis, on va dire, puisque BlackRock, qui voulait faire grossir son capital toujours plus, finalement les collaborateurs de Larry Fink ont mis la main à la pâte pour racheter les parts de Blackstone. Donc finalement, Larry Fink et ses collaborateurs vont être désormais à la tête d'un véritable empire financier qui va commencer à peser énormément. Par la suite, la séparation, mais Blackstone vendra sa partie de titres. Alors Blackstone ne va pas vendre tous les titres qu'elle possédait sur BlackRock, elle va en vendre une partie à PNC Bank Corp pour 240 millions de dollars. En 1998, je vous le donne en mille, qu'est-ce qui arrive à PNC Bank Corp? Elle est tout simplement fusionnée à BlackRock. Si bien que BlackRock, ainsi donc, récupère une partie de son capital, une partie des actions qui avaient été mises par Blackstone dans cette société, finalement, en rachetant la société, c'est récupérer l'ensemble de son capital. En 99, c'est l'entrée en bourse. M'étonner qu'avec telle évolution de chiffre d'affaires, et l'action BlackRock sera mise en bourse à 14 $ l'unité. Ce qui va permettre à la fin de l'année à BlackRock de gérer jusqu'à 165 milliards de dollars d'actifs. BlackRock va alors commencer à s'étendre à partir de 2004 avec l'acquisition d'une holding, la holding SSRM Incorporated, qui appartenait à l'époque à MetLife, pour une somme de 365 millions de dollars avec plus 50 millions de dollars d'actions. Petite précision, je sais que c'est un peu compliqué des fois à comprendre, quelle est la différence entre pas des coopératives, mais en fait des corporations, des trusts et des holdings. Les corporations, ce sont en fait la réunion d'un ensemble d'entreprises qui évidemment ont un intérêt d'avoir des activités communes, que ce soit par des activités diversifiées ou des activités principales, et de ce fait, cette corporation va plus ou moins avoir une influence sur le marché, va même jusqu'à décider des prix, des politiques, etc. Les trusts, c'est un peu des coopératives, sauf que ces coopératives, en fait, appartiennent à des sociétés qu'on va dire, par exemple, aux États-Unis, vous avez eu le cas de la Oil Company qui, par l'intermédiaire de banques, avait réussi à plus ou moins posséder des parts dans un certain nombre de sociétés. Donc forcément, là on a déjà le problème de l'hégémonie, c'est-à-dire que ce sont souvent des entreprises qui finissent par avoir des parts dans d'autres entreprises et donc par conséquent ont une certaine influence. Et les holdings, le holding là c'est le tip-top, c'est-à-dire que là ce sont carrément des empires financiers, là je parle de finance, c'est-à-dire que ça peut être des banques, etc. Là on n'est plus dans le cadre d'entreprises qui restent quand même des entreprises, on va dire, avec des activités de production, des activités de manufacture, etc., mais qui, comme je vous l'ai dit, l'exemple de Oil Company, où là c'est du pétrole, donc les compagnies pétrolières pouvaient racheter d'autres sociétés, soit des sociétés avec des activités similaires ou assimilées ou indirectes par rapport à leurs activités, et forcément avoir une certaine influence, un certain contrôle, on va dire, sur certains marchés. Là, ce sont carrément des sociétés financières, c'est-à-dire que ce sont des sociétés qui n'ont aucune spécialisation dans les secteurs d'activité dans lesquels elles investissent, dans lesquels elles finalement elles mettent des billes pour, à terme, avoir plus ou moins une certaine influence et voire même un contrôle. Et là, BlackRock, c'est ça, c'est une société qui n'a pas une activité production, de manufacture, de transformation, voire même de services, c'est une société financière qui, voilà, achète, etc.
Donc à partir de 2004, là, les choses vont commencer à se précipiter et BlackRock va commencer à devenir une société non négligeable dans le paysage international financier, parce que jusqu'au début des années 2000, BlackRock était beaucoup plus concentré sur le marché américain. Mais là, il va commencer à s'étendre à l'échelle internationale. Et pour s'étendre, il faut grossir, il faut être influent, et donc il faut racheter des entreprises. Ça va être le cas par exemple en 2006, où là, BlackRock va fusionner avec Merrill Lynch Investment Manager. En 2009, après avoir signé un accord avec le gouvernement américain pour aider à résoudre les retombées de la crise de 2008, la Fed a permis à BlackRock de couvrir 130 milliards de dollars de dettes de Bear Stearns et de American International Group. Grâce à ces opérations, BlackRock est devenu le premier gestionnaire d'actifs au monde. C'est-à-dire que là, la Fed a autorisé à BlackRock, eh bien, tout simplement, à sauver un certain nombre de grandes entreprises dans certains secteurs d'activité. Et de fait que BlackRock, eh bien, a des billes dans ces entreprises évidemment sont redevables vis-à-vis de BlackRock. Et donc, après, vous avez tous les liens et les relations qui rentrent en ligne de compte dans ce genre de situation. Mais là où ça devient évidemment, on va pas dire problématique, mais là où on commence à sentir que la finance, que les empires financiers deviennent influents, pas seulement par rapport à certains secteurs d'activité ou à certains nombres d'entreprises, mais aussi à l'échelle des décisionnaires d'État, des décisionnaires publics, c'est que là, la Fed a donné une autorisation à cette entreprise, à BlackRock, et bien tout simplement de donner une légitimité, de pouvoir, sous le prétexte de sauver des entreprises, sous le prétexte d'apporter, je dirais, une expertise de gestion pour permettre d'améliorer le développement de l'activité de ces entreprises, etc., eh bien, finalement, la Fed a ouvert une boîte de Pandore à BlackRock. Et il va continuer à s'étendre, puisque la même année, BlackRock acquiert R3 Capital Management, LLC, Global Investisseur, qui appartenait à la banque Barclays, d'accord, et eShare qui est aussi une entreprise d'investissement très très importante. Et Barclays va finalement accéder aussi à une participation de 20% dans BlackRock. Parce que justement, pour que BlackRock puisse investir dans un certain nombre de sociétés et alors sans en prendre le contrôle, hein, c'est juste une participation aux capitaux de ces entreprises, mais évidemment à terme ça peut évoluer et permettre à BlackRock d'avoir quand même un droit de regard sur ce qui se passe. Mais la Barclays, qui est quand même pas n'importe quelle banque, s'est dit, nous on veut quand même voilà, une participation, et cette participation, eh bien, ça va être 20% dans les activités d'un certain nombre d'entreprises, dont la société eShare. En 2011, BlackRock remplace Genzyme après son rachat par Sanofi au SP 500. C'est-à-dire que vu que Genzyme a été racheté par Sanofi, qui est une société européenne, donc dans ce cas-là, il ne peut pas figurer au SP 500. Le SP 500, c'est l'équivalent du CAC 40 en France, et les 500 valeurs les plus importantes du capital américain. Et donc c'est BlackRock qui va finalement finir dans le SP 500. En 2013, le magazine Fortune insiste sur le fait que BlackRock va rentrer dans la liste des 50 entreprises prestigieuses au monde. En 2014, BlackRock, par ses actifs réels, atteint 4 milliards de dollars. Donc ce qu'on appelle les actifs réels, c'est du concret. Hein, c'est pas les actifs spéculatifs, tout ce qui est passif, etc. Et va donc permettre à BlackRock de devenir tellement importante désormais dans le système financier international qu'elle dépasse la capacité de l'une des plus grandes banques au monde, qui est la Banque de Chine. Même année, en 2014, BlackRock affronte un scandale à cause d'un PDG de son unité londonienne. Elle sauve plus ou moins l'immeuble, évidemment, en virant celui-là. Également la même année, la Sovereign Health Fund Institute déclare que BlackRock a une gestion d'actifs sur 65% d'investisseurs institutionnels. Alors, qu'est-ce
Que sont les investisseurs institutionnels? Les investisseurs institutionnels, ce sont les banques, les coopératives et les assurances de crédit. D'accord? Donc ce sont quand même des acteurs essentiels dans les tissus économiques internationaux, mais surtout nationaux. Donc c'est pour cette raison que aujourd'hui on a vu arriver BlackRock en France, parce que BlackRock, c'est aussi du conseil. C'est pas seulement du contrôle de patrimoine, c'est aussi intégrer des capitaux, intégrer des entreprises, intégrer des institutions pour y apporter une expertise, pour y apporter du conseil. Mais évidemment, vous comprenez bien que c'est pas gratuit, que derrière, il y a aussi des intentions. Et c'est là toute la subtilité, finalement, aujourd'hui, de BlackRock, c'est de jouer un petit peu la carte de, voilà, nous sommes une grosse entreprise, nous avons une renommée, nous avons une expérience, etc. Donc, on veut mettre à profit notre expérience et notre capacité d'expertise par rapport à votre situation économique sur tel ou tel domaine pour vous aider, pour apporter peut-être des améliorations ou peut-être adapter ou faire évoluer ou moderniser les processus, etc. Mais évidemment, derrière, il y a un intérêt. Donc, c'est quand même 65% des sociétés d'investissement, des investisseurs institutionnels, ce qui est quand même énorme. En 2015, BlackRock pèse 4,7 trilliards de dollars. En 2017, évidemment, la situation de BlackRock est à l'image de la situation économique et financière internationale. C'est-à-dire que là, ça commence un petit peu à partir en couille dans tous les sens. Et BlackRock n'est pas, évidemment, épargné par cette situation. Alors, BlackRock va faire un virage. Alors, 90 degrés, 180 degrés, 360 degrés, comme vous voulez, en 2007, lorsque le Financial Times annonce que la société est en plein examen interne dans le cadre d'une restructuration. Dans cette restructuration, eh bien, il y aura 7 gestionnaires principaux de portefeuille qui vont finalement partir, qui avaient en charge des fonds de 25 millions de dollars, et certains fonds par des stratégies d'investissement quantitatif, évidemment, puisqu'on est dans la pleine période du quantitative easing, vous savez ce qu'on appelle la planche à billets, plus vulgairement. BlackRock, à partir de là, va continuer à renforcer certaines de ses filiales et unités en étendant, évidemment, telle une pieuvre, ses tentacules sur un bon nombre de marchés et de secteurs, mais va commencer à se concentrer sur ce qui est très tendance, et ce qui va peut-être être en effet l'avenir, puisque comme je vous l'avais déjà expliqué dans une précédente vidéo, tout ce qui touche à l'environnement, tout ce qui touche au climat aujourd'hui, dans les grandes sphères, dans les grandes réunions, les grands forums, etc., ne soyez pas dupes, c'est pour préparer le terrain au développement de nouveaux marchés. Et ces nouveaux marchés, qui sont derrière, qui vont en être les bénéficiaires? Eh bien, c'est des sociétés comme BlackRock. Et annoncé en 2020, une orientation sur de futures décisions d'investissement dans l'écologie durable. Eh ouais, voilà, on y est. Alors la même année, la Fed a confié à BlackRock 2 programmes d'achat d'obligations d'entreprise en réponse à la pandémie. BlackRock reçoit l'aval de la Chine Securities Regulatory Association pour ouvrir un fonds commun de placement en Chine. Je ne sais pas si vous prenez conscience que si la Chine accepte de travailler ou de laisser travailler BlackRock au sein même de la Chine, elle devient alors la première société occidentale à obtenir une telle ouverture. Donc vous voyez comme quoi BlackRock, quand elle veut quelque chose aujourd'hui, eh bien elle peut l'obtenir. Alors aujourd'hui BlackRock, c'est un certain nombre, évidemment, une multitude d'entreprises, mais dont les principales sont iShares, qui est actuellement sa plus grande division avec plus de 800 fonds de gestion d'actifs d'une valeur de plus d'1 milliard de dollars. Vous avez BlackRock Solutions, qui est une division d'analyse et de stratégie qui entre dans la 3e division de services et de conseils
et qui est aussi une gestionnaire d'actifs pour les départements américains du Trésor sur les actifs de sociétés telles que AIG, Freddie Mac, Morgan Stanley et bien d'autres sociétés encore. C'est-à-dire que BlackRock Solutions est en fait aujourd'hui la société qui remplace finalement la justice pour faire un suivi ou pour, je dirais, être des gestionnaires, un peu comme, si vous voulez, comme ce qu'on a pu voir avec la Grèce lorsque l'Union européenne a imposé la commission qu'on a appelée la Troïka, c'est-à-dire imposer, enfin pas imposer, mais faire une régulation en concordance avec le gouvernement grec pour dire voilà, vous devez assainir vos comptes, donc ça faut vendre, ça faut vendre, ça faut vendre, ça faut privatiser, ça, etc. Eh bien, BlackRock Solutions, c'est exactement à peu près la même activité, c'est-à-dire qu'entre autres qu'elle a récupéré des gestions d'actifs d'un certain nombre d'entreprises, elle a aujourd'hui autorité pour aussi avoir un œil de gestion sur un certain nombre d'entreprises américaines qui ont bénéficié d'aides ou de subventions suite aux déboires qu'elles ont connus lors de la crise de 2008. Donc vous voyez, alors même Morgan Stanley qui est quand même une banque, une des banques quand même réputées aux États-Unis, eh bien aujourd'hui, BlackRock a son mot à dire sur la façon de développer les stratégies de cet établissement. AIG aussi, hein, je rappelle la petite histoire AIG, c'est que AIG c'est l'une des plus grosses compagnies d'assurance aux États-Unis et qui a été sauvée en 2008, mais dont le sauvetage a été mis en balance avec le sauvetage d'une autre banque qui était Lehman Brothers. Donc c'est Lehman Brothers qui a été sacrifié pour sauver AIG. Pourquoi sauver AIG? Tout simplement parce que AIG, c'est la compagnie d'assurance de la plupart des grands centres, des pôles essentiels du transport américain, c'est-à-dire les aéroports internationaux et les ports maritimes commerciaux américains. Vous comprendrez donc que si AIG avait dû faire faillite, eh bien tout ça s'arrêtait. Alors ça s'arrêtait peut-être pour 2-3 jours avant que d'autres sociétés reprennent les contrats et permettent la réouverture de ces centres névralgiques de l'économie d'un pays en général. Mais les États-Unis ne pouvaient pas se permettre de voir fermer totalement l'ensemble de ce qui permet le transport des personnes, le transport des marchandises sur le territoire américain. Donc voilà, AIG a été sauvé, mais AIG, aujourd'hui, eh bien, vous avez des intérêts vous avez des BlackRock a aujourd'hui une petite mainmise, on va dire, sur AIG, comme elle l'a sur un ensemble de sociétés. Et enfin, BlackRock, c'est aussi une société qui s'appelle Investissement ESG, qui est présent dans les domaines de l'investissement et de la gouvernance environnementale, sociale et d'entreprise. Et c'est cette société aujourd'hui qui, je dirais, commence à vouloir pénétrer un ensemble d'institutions européennes et plus particulièrement des institutions d'État, c'est-à-dire se promue de vouloir être un conseiller pour les États pour essayer de trouver des solutions par rapport à des problèmes, par rapport à la gestion, etc. C'est le cas en France avec la sécurité sociale, la retraite et potentiellement l'éducation nationale et la sécurité. Hein, donc actuellement, ce qui a mis un petit peu le feu aux poudres, c'est évidemment le régime des retraites français. On le sait depuis très très longtemps, depuis l'époque de Sarkozy, il y a une volonté aujourd'hui de détruire le modèle par répartition de la retraite française pour un système par capitalisation. La capitalisation, c'est le modèle américain, c'est-à-dire que l'argent que vous mettez de côté, ces sociétés s'occupent de vous capitaliser et de faire de la spéculation avec. Vous en croquez un petit morceau, mais généralement pas énormément. Le seul problème, c'est qu'évidemment, le jour où vous avez un krach financier, le jour où vous avez une crise financière, vu que vous n'avez absolument pas la main sur ce que les entreprises de gestion de fonds, de pension font avec votre argent, eh bien vous pouvez très bien tout perdre.
du jour au lendemain. C'est ce qui s'est passé aux États-Unis avec la crise de 2008. Un grand nombre de fonds de pension ont investi l'argent de leurs clients dans des placements qui étaient des placements à risque, qui étaient des placements toxiques. Et le jour où le système s'est effondré, tous ces gens ont perdu leur argent. Donc voilà, je pense qu'il n'y a pas besoin de vous faire un dessin. Vous imaginez bien que si demain la France passe sur un régime de pension privé, tous ceux qui ont cotisé ne risquent pas aujourd'hui, et d'ailleurs le gouvernement a déjà pris un petit peu les devants, puisque aujourd'hui tous les gens qui sont nés avant 1975, je crois, ont une garantie de retraite. Mais ceux qui sont nés après 75, l'État se réserve tout à fait le droit de dire non, désolé, voilà, le système fait faillite, donc maintenant on va transférer les données de vos droits à la retraite que vous avez déjà acquis, mais à partir d'aujourd'hui, maintenant, il va falloir que vous trouviez votre propre société pour gérer votre fonds de pension retraite. Pour vous donner un petit exemple, aux États-Unis, je suis allé dans une réunion une fois d'une société de fonds de pension, et qui nous expliquait que aujourd'hui, dans l'état actuel de la situation, au vu de l'incertitude des marchés, de la flottabilité, de la volatilité des marchés, aujourd'hui les nouvelles bases de fonctionnement, c'est suivant le nombre de cotisations, suivant le type de cotisation que vous faites. Aujourd'hui, vous pouvez faire valoir votre droit à votre pension retraite à partir de 62 ans. Mais vous ne touchez que 75% de votre retraite. Si vous voulez toucher 100%, il vous faudra bosser jusqu'à 65-66 ans. En revanche, si vous voulez un petit bonus de 15% sur votre retraite, vous pouvez le faire si vous bossez jusqu'à 75 ans. Donc vous comprenez pourquoi aujourd'hui aux États-Unis, vous avez de plus en plus de gens qui continuent à essayer de travailler jusqu'au moins 75 ans. Pour avoir un petit bonus de 15%, de 5%, ou 5 ou 15%, ça dépend des sociétés d'assurance, puisque les sociétés d'assurance, de pension, elles s'adaptent évidemment à certains secteurs d'activité. C'est évident que les fonds de pension pour des avocats ne gèrent pas de la même manière que les fonds de pension des pompiers, que de la police, puisque ça aussi, il faut le savoir, c'est que les services publics américains, souvent les mairies, souvent les comtés, les administrations publiques ont des contrats avec des sociétés privées de fonds de pension. C'est pour cette raison que de temps en temps, on entend que le fonds de pension des pompiers de la petite ville de Tulsa, Nouveau-Mexique ou Californie, je ne sais plus, fait faillite. Alors évidemment, il y a des assurances, mais les assurances ne couvrent pas l'intégralité des droits de pension de retraite. Du coup, aux États-Unis, vous avez des tas d'Américains qui ont travaillé quasiment toute leur vie en pensant pouvoir avoir une petite retraite confortable, et au final, ils se retrouvent avec des petites retraites de merde. Des petites retraites de merde qui, évidemment, ne couvrent plus ou ne peuvent pas couvrir leur style de vie qu'ils avaient lorsqu'ils travaillaient. Donc c'est pour cette raison qu'on a de plus en plus de personnes âgées qui travaillent dans des temps partiels, parce qu'ils ne peuvent pas s'en sortir financièrement. Donc en 2020, en revanche, alors oui, je vous disais, donc l'investissement ESG agit par exemple, elle agit chez ExxonMobil sur des questions de changement climatique. Actuellement, ExxonMobil, BlackRock est une société qui conseille ExxonMobil sur des orientations d'investissement, de politique, de développement stratégique et commerciaux pour s'adapter à l'évolution des mentalités, à l'évolution potentielle du système économique mondial vers une économie plus responsable vis-à-vis des politiques climatiques. Vous avez amélioré la diversité des sexes au sein du conseil d'administration, par exemple, de la société Russell Mills.
Vous avez en 2018 qui a discuté avec les acteurs économiques sur les ventes d'armes et surtout le groupe de détaillants Walmart, Kroger et Stumble Rogers et puis d'autres enseignes. Donc là, c'est des enseignes de grande distribution qui vendent aussi des armes. Le problème, c'est qu'évidemment, là, BlackRock s'est rendu compte que, par l'intermédiaire donc de cette société qu'elle possède, qui est Investissement ESG, s'est rendu compte que c'est très difficile aujourd'hui de faire changer les mentalités aux États-Unis, surtout concernant les armes. Mais néanmoins, on voit bien qu'il y a une volonté d'avoir de l'influence, finalement. Une influence sur des activités, sur des politiques économiques, stratégiques, etc., de certaines enseignes. En 2020, alors là, le médiateur européen a voulu en savoir un peu plus sur l'accord passé entre l'Union européenne et BlackRock sur une étude d'intégration des risques et objectifs environnementaux, sociaux et de gouvernance dans les règles bancaires, et le Parlement européen ayant un doute sur l'impartialité de BlackRock. Donc, on peut dire ce qu'on veut sur l'Union européenne, mais au moins dans l'Union européenne, il y a encore des gens à un moment donné qui quand même se disent « Attendez, que cette société nous apporte son expertise, ses conseils, pour essayer de nous aider à mettre en place des politiques qui soient en concordance avec ce que pourrait être l'avenir de la finance internationale, des marchés internationaux, liés avec une sensibilisation, avec une adaptabilité par rapport aux politiques climatiques et environnementales. Le problème, c'est qu'il y a quand même des gens qui se disent « Attendez, pourquoi cette société offrirait, moyennant évidemment finance, mais ne profiterait pas de son statut pour finalement glisser plus ou moins des pions sur l'échiquier de sa volonté d'essayer à un moment donné finalement de profiter de son statut pour mettre la main sur des organismes. Alors des organismes aussi bien privés que publics. Des organismes pacifiques et anti-armes ont dénoncé que BlackRock était la plus gros détenteur d'actifs et d'investissements sur le marché des fabricants d'armes. Et c'est là que finalement le problème se pose. C'est que BlackRock essaye de séduire en essayant de donner l'image de vouloir œuvrer dans le bon sens, dans l'humanisme et dans les mouvances actuelles, alors qu'en réalité, c'est quand même une entreprise qui a des investissements dans ce qui génère finalement une inversion de valeur. C'est-à-dire que si BlackRock essaye de militer sur, comme vous avez vu, je vous expliquais avec Investissement ESG, fait du conseil pour essayer de changer ou de faire changer les politiques de certaines enseignes de grande distribution, éventuellement d'abandonner la vente d'armes dans ces réseaux de grande distribution. Le problème, c'est que de l'autre, c'est une société qui possède des parts dans des grandes, finalement, dans les empires militaro-industriels. Donc, voilà, on se dit, c'est bien gentil d'essayer de motiver des enseignes à ne plus vendre d'armes parce que c'est pas bien, sauf que, en fait, l'objectif, c'est d'empêcher les Américains d'avoir accès à un droit qui est, pour l'instant, alors, on ne va pas refaire le débat sur le port d'armes, etc., mais vous voyez, c'est contribuer à participer à essayer de désarmer la population d'un pays. Un peuple désarmé, finalement, après, vous en faites ce que vous voulez. Et de l'autre, tirer quand même profit d'un marché qu'on se prétend vouloir ne pas défendre, ne pas protéger, alors qu'en réalité, ils le font quand même. Alors certains diront, oui, mais c'est bizarre, parce qu'ils se tirent quand même la balle dans le pied. Je dis, non, ils ne se tirent pas une balle dans le pied, puisqu'aujourd'hui, comme je vous l'ai déjà répété dans plusieurs vidéos, on n'est plus dans un dogmatique classique, avec des fondamentaux de commerce. Aujourd'hui, on est dans de la spéculation idéologique. On prépare le terrain pour créer des nouveaux marchés, mais des nouveaux marchés où le peuple, finalement, où les peuples verront des droits supprimés et n'auront plus le choix de consommer ce qu'on leur dira de consommer. Et inversement, des droits de consommer des produits, mais qui sont des produits qui peuvent éventuellement être, à un moment donné, à terme,
poser un problème sur la volonté des États, ou plus du moins des acteurs qui influencent les États à soumettre les peuples. Alors, les armes, mais ça peut être aussi la culture. Hein, se cultiver, c'est aussi comprendre les choses, et comprendre à un moment donné qu'on est en train de vous baiser. Je veux dire, ça rejoint peut-être, alors je ne vais pas aller jusque-là, mais le fait que la culture aujourd'hui en France est en panne parce qu'on ferme les librairies, on ferme les théâtres, les cinémas, etc., et que finalement, est-ce que ça, il y a un lien de cause à effet? Peut-être. Allez savoir, on verra, peut-être que vous êtes convaincu de ça, moi je reste assez dubitatif sur la question, même si je ne néglige pas, en effet, la possibilité que ça serve aussi l'intérêt de déculturer finalement la population. En 2020, les représentants du Congrès américain ont proposé un projet de loi pour analyser l'impact que pourrait avoir à terme cette société du fait de sa taille et de ses ramifications, sachant que BlackRock partage les 3/4 du PIB des USA avec Vanguard et State Street. C'est-à-dire qu'aujourd'hui aux États-Unis, les sociétés les plus influentes et les plus puissantes qui existent aux États-Unis, eh bien c'est State Street, Vanguard et BlackRock. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ces sociétés-là, eh bien, vous avez une chance sur deux. Si vous remontez la hiérarchie, si vous remontez l'arbre financier de vos sociétés, eh bien, vous allez vous rendre compte que c'est BlackRock qui possède des parts de capital dans votre société, dans votre groupe, dans le groupe qui appartient à votre société, etc. Donc, là, il commence à y avoir aux États-Unis une prise de conscience qui est assez historique d'ailleurs. Hein, comme je vous l'avais dit dans une précédente vidéo, les Américains, dès qu'ils voient qu'il y a des entreprises qui commencent à devenir trop hégémoniques, trop puissantes, en règle générale, ils n'aiment pas trop ça, parce qu'ils savent qu'à un moment donné, c'est des entreprises qui peuvent se retourner contre eux-mêmes. Même si on est encore, une fois de plus, dans un système politique assez hypocrite, etc. Mais vu la taille du pays, vu les divergences qu'il y a actuellement, vu le système, comment fonctionnent les États-Unis, et aujourd'hui, vu l'état dans lequel le peuple américain se retrouve, il y a quand même un certain nombre de politiciens qui disent « Attendez, là, on va peut-être calmer le jeu vis-à-vis de ces sociétés-là, ces compagnies-là, parce que même si elles ont joué notre jeu, même si elles nous ont servi la sauce pour nos intérêts, etc., qui ne dit pas que demain, elles vont se retourner contre nous. » C'est le cas de Twitter, c'est le cas de Facebook, c'est le cas de Google aujourd'hui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, même si, tiens, d'ailleurs, on a appris que Facebook a finalement rétabli le compte de Donald Trump et Twitter, le patron de Twitter, s'est quand même confondu d'un communiqué où il explique les raisons pour lesquelles il a fait cette censure, etc. Mais admettant quand même que dans le fond, même si dans la forme il justifie et légitime l'action, dans le fond, en effet, ça pose un problème finalement fondamental de liberté en tant qu'outil de communication, en tant qu'outil d'échange entre les individus, que si on commence à faire une sélection de qu'est-ce qu'on a le droit de dire, qu'est-ce qu'on n'a pas le droit de dire, quelles sont les opinions qui ont le droit de figurer dans un réseau social ou de ne pas figurer, etc. Même l'argument de dire oui mais c'est des sociétés privées, donc finalement ces sociétés privées elles font ce qu'elles veulent, pas vraiment, puisque l'autorité, à un moment donné, si elle défend la démocratie, si elle défend les valeurs de la liberté d'expression, de la liberté d'opinion, etc., elle doit à un moment donné intervenir. C'est-à-dire qu'elle ne peut pas laisser des organismes avoir le droit, surtout à de telles échelles internationales, de dire qui a le droit de dire quoi, qui n'a pas le droit de dire quoi que ce soit. Ça pose un sérieux problème. C'est qu'encore plus problématique, et ça c'est d'ailleurs ce que les Européens ont soulevé, et ce qui a un petit peu d'ailleurs titillé un certain nombre de responsables politiques américains qui se sont dit « Ah ouais, tiens, finalement, les Européens, ils ont peut-être pas tort », c'est que quand on a des outils qui sont aujourd'hui aussi utilisés par des personnalités politiques, par des représentations politiques, par même des représentants de certaines idées, de certaines mouvances, etc., si les réseaux sociaux, parce que considèrent que ces gens disent des choses qui ne correspondent pas à leurs propres idées ou aux idées générales ou de la pensée unique, légitimer de leur couper le sifflet. Ben non, ça pose un problème.
éthique, sérieux. Donc ça, quand même, le patron de Twitter, peut-être qu'il l'a fait en état de conscience. Je pense plutôt qu'il l'a fait parce qu'il sent que le vent est en train de tourner, que tôt ou tard, ils vont passer à la moulinette de la fameuse loi antitrust, que de toute façon, les démocrates et les républicains leur préparent d'ici les mois à venir. Donc là-dessus, faut pas se faire d'illusions. Donc revenons à BlackRock. Alors BlackRock, faut savoir que c'est une présence dans 17 000 conseils d'administration de grandes entreprises internationales. C'est 61% de ces investissements qui sont aux USA et 31% en Europe. BlackRock est présent dans le CAC 40, du fait de part d'actifs dans beaucoup d'entreprises françaises, comme l'exemple que je vous ai donné de la compagnie, de la société média qui possède BFM, et lui rapporte en 2018 1,6 milliard d'euros. BlackRock lorgne évidemment sur la gestion des actifs retraite de la France, et d'ailleurs, Fink lui-même fut l'un des premiers à rencontrer Emmanuel Macron après avoir été élu, après avoir été mis à l'Élysée. Donc voilà, je veux dire, à partir du moment où Fink devient l'un des premiers acteurs économiques, on va dire, reçus par Emmanuel Macron, mais bon, c'était pas le premier, hein, puisque Fink avait déjà rencontré Sarkozy à l'époque, était plus ou moins maqué aussi avec le frère Sarkozy, justement, qui avait déjà commencé à préparer le terrain pour une éventuelle privatisation de l'assurance santé, ou de la retraite, je ne sais plus, je crois que c'est l'assurance santé. En janvier 2001, Macron décore de la Légion d'honneur le PDG de BlackRock France. Et enfin, BlackRock, c'est aujourd'hui une valeur globale de près de 7 milliards de dollars. Donc, voilà, maintenant, vous êtes informé sur ce qu'est BlackRock. C'est une entité économique, c'est une entité financière, on va dire, c'est un groupe financier qui aujourd'hui a des ramifications dans beaucoup de domaines, oui, c'est une pieuvre, finalement, c'est une pieuvre. Alors une pieuvre qui, pour l'instant, avance ses pions sous l'argument de conseil et de gestion de patrimoine, d'actifs, comme par exemple, elle possède un grand nombre de sociétés, de fonds de pension américains, comme elle possède aussi un certain nombre d'entreprises de financement et d'investissement sur des marchés spécifiques dans certains pays européens. Donc, oui, c'est aujourd'hui une société qui, en réalité, n'est pas encore officiellement désignée comme ayant un pouvoir potentiellement hégémonique, voire de forte influence, mais en coulisses, force est de constater que oui, on peut commencer à considérer qu'aujourd'hui BlackRock est devenu un acteur très influent, très important, vers qui malheureusement certaines grandes entreprises sont en train de se tourner parce que c'est quand même une entreprise qui a une capacité, un potentiel à pouvoir soutenir un certain nombre de grandes entreprises, comme elle l'a fait d'ailleurs, et comme elle le fait alors soit de façon, par un investissement de la part de ces entreprises, d'aller vers BlackRock, ou par des situations comme l'a été un certain nombre d'entreprises aux États-Unis après la crise de 2008, où là c'est quasiment les institutions du pays qui ont fait appel, qui ont fait une offre, et qui ont choisi BlackRock pour gérer finalement les intérêts de l'État américain dans ces entreprises qui se sont pris la crise de 2008 en plein fouet, non sans derrière avoir évidemment l'intérêt d'avoir un contrôle sur ces entreprises. Donc voilà, on peut s'attendre à ce qu'aujourd'hui BlackRock va devenir un acteur plus ou moins inévitable pour résoudre un certain nombre de problèmes, que ce soit par rapport à des sociétés privées qui, surtout en France par exemple, où vous avez une certaine capacité à vouloir essayer de sauver un savoir-faire français par l'intermédiaire d'une industrie, d'une grande entreprise de production, etc. Mais alors, le problème, c'est qu'il n'y a plus aucune banque aujourd'hui qui a les moyens d'injecter de l'argent, d'injecter du capital. Donc on utilise l'État-providence pour essayer de sauver les meubles.
Ce qui s'est passé d'ailleurs là avec Lagardère, hein, qui s'est fait sauver, qui s'est fait sortir la tête de l'eau par Macron avec un PGE. Oui, sauf que l'État français ne va pas pouvoir sauver toutes les entreprises. Donc il y a un moment donné où va falloir céder du terrain, et même l'État français, à un moment donné, ne pourra plus, ou d'ailleurs fait tout le contraire aujourd'hui, justement, on a l'impression que c'est pour ça qu'on dit souvent que Macron, comme Sarkozy, comme Hollande, finalement ne sont pas les présidents des Français, mais les présidents de la finance, parce qu'ils font tout pour casser les modèles, casser les systèmes, casser les services publics, pour au final eh bien, aller chercher le consentement du peuple français en disant bah voilà, excusez-nous, mais là, la sécurité sociale française, on ne peut plus rien faire, on ne peut plus financer, c'est plus possible, donc là il faut lâcher du lest, il faut ouvrir au privé, il faut ouvrir à la gestion par le privé, etc. parce que l'État ne peut plus alimenter, parce que l'État n'a plus d'argent, ne peut plus emprunter sur les marchés, etc. Parce qu'à l'heure actuelle, c'est ce qui se passe, hein, on emprunte, hein, c'est-à-dire que là, l'argent qu'on est en train de filer à tous les acteurs économiques qui sont dans la merde à cause de la pandémie, etc., c'est de l'emprunt. C'est-à-dire qu'on emprunte sur les marchés, avec des taux d'intérêt, etc. Donc c'est de l'endettement, et finalement, c'est vous qui allez payer la facture, au final. Enfin voilà, c'est très compliqué. Donc, c'était donc cette vidéo pour vous expliquer un petit peu ce qu'est aujourd'hui BlackRock. Donc je vous rappelle, hein, c'est quand même l'une des 3 plus grosses sociétés d'investissement et de gestion d'actifs aux États-Unis, qui a aujourd'hui des ramifications quasiment partout, qui a même réussi à trouver un bon juste compromis avec l'État chinois pour pouvoir opérer sur le marché chinois. Donc voilà, c'est pour ça qu'on dit que BlackRock aujourd'hui, c'est un empire financier. Je dirais pas qu'il fait de l'ombre aux gros acteurs, comment dire, de la finance ou de la sphère des pouvoirs élitistes, etc. Même si, encore une fois de plus, il faut faire un peu la différence entre le pouvoir de l'argent et le pouvoir élitiste. Le pouvoir élitiste, évidemment, a son influence. Il ne peut pas avoir d'influence sans argent. Mais derrière, on sent quand même qu'il y a des garde-fous de telle manière à éviter qu'il y en a qui finissent par péter plus haut que leur cul. Donc c'est très compliqué finalement de mettre véritablement des visages et des noms sur qui est responsable de la situation, qui est en train d'essayer de manipuler les choses, etc. Parce qu'en fait, c'est une corporation finalement. C'est une corporation internationale qui, même en son sein, parfois a des conflits d'intérêts. C'est-à-dire qu'on dit souvent que les Américains, qu'on dit souvent que les États-Unis, c'est le pouvoir hégémonique, etc. Comprenez bien une chose, c'est que les États-Unis, c'est un outil. Les États-Unis, c'est un outil parce que c'est une puissance économique. Fut-elle car aujourd'hui, je pense que là, on est en train de voir cette puissance, en fait, se fissurer. C'est-à-dire qu'à terme, quand les États-Unis ne pourront plus, et d'ailleurs déjà, quand il y a des opérations, si demain les États-Unis décident de faire des opérations militaires, etc., elle est obligée de le faire dans le cadre d'une alliance avec d'autres pays, parce que toutes seules, elles ne peuvent plus le faire. L'Irak a été, je pense, la leçon définitive qu'enfin les États-Unis d'Amérique ont compris qu'ils ne peuvent plus aller faire de la guerre conventionnelle à droite et à gauche pour servir leurs intérêts. Que là, ils sont obligés soit de jouer sur du partenariat, soit sur de l'influence, soit sur du soutien logistique, comme ils avaient fait par exemple avec l'Afghanistan à l'époque de l'invasion russe, mais finalement ça s'est retourné contre eux. Donc voilà, aujourd'hui les États-Unis faire une guerre tout seuls, non, ils ne peuvent plus le faire, ils sont obligés de le faire dans le cadre d'une coalition. D'autant plus que, évidemment, la guerre en Irak a une très mauvaise réputation aux États-Unis. Donc aujourd'hui, les États-Unis ne peuvent plus faire les choses tout seuls, c'est plus possible. Donc, à partir du moment où les États-Unis ont une faiblesse, on commence à avoir des faiblesses dans son image, dans sa structure, même si, encore une fois de plus, ça ne veut pas dire que le pays est à terre, ça ne veut pas dire que la réputation même de ce pays est en train de couler. Il y a encore un potentiel, sauf qu'il faut que ce potentiel, à un moment donné, se réveille. Mais pour qu'il se réveille, il faut qu'il s'extrait. Il faut qu'il s'affranchisse de certaines influences. Alors vous allez me dire, oui, mais c'est qui ces influences ?
Je ne vais pas me lancer dans cette polémique parce que je pense que certains comprendront que malheureusement c'est un sujet extrêmement sensible parce qu'il y a parfois des gens qui vont très très vite faire l'assimilation avec une certaine tendance à penser envers un certain nombre de gens, envers un certain nombre de certaines catégories d'individus, et d'ailleurs ça fait partie de la stratégie psychologique, hein, c'est justement utiliser cette arme pour éviter la contestation, pour éviter la critique, pour éviter justement la prise de conscience par rapport à ça. Mais si vous voulez vraiment le savoir, je vous dis, ça, voilà, le fond même du problème, ça se trouve au Moyen-Orient. Voilà. J'ai tout dit. D'ici là, qu'on se retrouve pour une prochaine vidéo. J'espère que vous vous portez bien, protégez-vous. On se retrouve certainement très prochainement pour rendre compte un peu de ce qui s'est passé, de ce qui va se passer le 20 janvier, c'est-à-dire demain, puisqu'aujourd'hui nous sommes le 19. Et pour terminer, je reviendrai sur ce qui s'est passé le 17 janvier. Vous saviez qu'il y avait un appel à la marche armée aux États-Unis. Finalement, ça a été un échec parce qu'il y a eu quelques centaines de gens qui se sont déplacés devant un certain nombre de capitoles, capitale du Michigan, je crois, capitale du Vermont. Il y a eu également devant le capitole de je ne sais plus dans quel état, etc. Mais bon, à Washington, de toute façon, Washington est devenu un véritable bunker, donc ça paraît difficile. Donc finalement, cette marche armée du 17 janvier n'a pas du tout fonctionné. C'est-à-dire que même ça a été un échec total. Maintenant, est-ce que c'était un moyen d'essayer de faire de la diversion pour empêcher que les autorités regardent ou se déplacent dans d'autres endroits, etc., pour essayer après de trouver quelques fissures, quelques failles dans le système de sécurité qui s'installe aujourd'hui à Washington? Je rappelle, à Washington, on est actuellement à 27 000 ou 500 ou 28 000 soldats, donc des gardes nationales. Alors, pas seulement des gardes nationales des États voisinants, il y a même des gardes nationaux qui ont été envoyés par l'Alaska, par exemple, et renforcés par donc, des militaires de l'armée américaine, sur lesquels d'ailleurs le FBI est en train de faire une analyse de l'ensemble des gens des soldats qui vont être en présence sur Washington, justement pour essayer de trouver s'il n'y a pas des pro-Trump qui se seraient glissés éventuellement. Et depuis 2-3 jours, c'est la chasse aux sorcières, c'est toute personne qui veut rentrer dans la zone sécurisée désormais du centre de Washington doit montrer patte blanche. Et même Airbnb, vous savez, c'est cette société qui permet de mettre en lien des propriétaires et des locataires, des gens qui veulent louer des appartements ou des maisons entre particuliers. Airbnb a décidé de filtrer les demandes qui sont faites pour justement cette période, pour demain, pour cette semaine, et que toute personne qui est identifiée comme étant éventuellement pro-Trump ou ayant été sympathisant Trump, etc., eh bien, la prestation l'aurait refusée. Voilà, donc vous voyez jusqu'à quel point ça va. Donc ils ont vraiment les chocottes pour demain. Alors peut-être qu'en effet, si ça se trouve, peut-être que demain il ne va rien se passer. Peut-être qu'il y aura peut-être des manifestations à l'extérieur de la zone, mais elles seront forcément contenues. Là, les prédispositions sont prises cette fois-ci, contrairement au 6 janvier, pour essayer d'assurer au moins la sécurité de cette passation de pouvoir. Et puis aujourd'hui, on doit savoir si le Sénat vote ou non l'empêchement ou la procédure de mise en accusation de Donald Trump. Là, à l'heure actuelle, je n'ai pas l'information, je ne peux pas vous la donner, je vous la mettrai en commentaire, en descriptif. Parce que je pense que je l'aurai d'ici là, pour vous dire si oui ou non Donald Trump pourra éventuellement se représenter en 2024 ou si au contraire, eh bien, il va être sujet à une procédure judiciaire lorsqu'il va être libéré de ses fonctions de 45e président des États-Unis d'Amérique. On va voir un petit peu comment ça va se passer dans les semaines à venir. On a déjà au niveau de Biden un certain nombre de projets. Alors je ne vous dis pas, c'est des projets évidemment très consensuels.
Il y en a même certains très irréalistes, et on sent bien que ça essaie évidemment de coller le plus possible à la bonne pensée unique, on essaie de coller le plus possible, à caresser dans le sens du poids les minorités, etc. En faisant oublier que les États-Unis, c'est comme tout le monde, c'est qu'il y a une situation économique, une pandémie, et qu'il va y avoir des dégâts considérables sur le plan social, voire même politique, dans le sens où aujourd'hui, quand vous voyez le nombre de républicains qui ont retourné leur veste ou qui ont trahi Donald Trump, ça forcément, ça va avoir aussi des conséquences et des impacts sur une partie de la population américaine. Mais de toute façon, on en reviendra parce que les choses vont très 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 vite. Là, j'ai eu des informations sur New York qui sont encore plus catastrophiques sur le plan économique. J'ai eu des informations concernant Los Angeles où la situation est en train de devenir une situation presque hors de contrôle. Donc voilà, il y a encore beaucoup de thématiques et beaucoup de choses à dire. D'ici là, qu'on se retrouve donc pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien.